Daya est un soldat vétéran qui, après avoir passé des décennies à combattre dans la guerre, est récompensé par le roi avec son propre domaine. Cela fait déjà un mois qu'il a été à moitié forcé dans un carrosse et envoyé loin de la capitale royale, et pour être honnête, il n'est pas très heureux de partir. Lorsque le carrosse s'arrête enfin, l'un des fonctionnaires lui dit qu'ils sont arrivés à son nouveau domaine, affirmant que c'est une récompense appropriée pour un parvenu orphelin comme lui. Le fonctionnaire lui remet une carte montrant les limites du territoire, ainsi qu'un inventaire des fournitures personnellement fournies par le roi. Il explique que cette prairie s'appelle Nezro et qu'à partir de ce jour, Daya sera connue sous le nom de Daya Nezro. Daya le regarde simplement avec une expression vide jusqu'à ce que le fonctionnaire parte. N'ayant rien d'autre à faire, Daya décide de se promener dans son nouveau domaine, et alors qu'il traverse les plaines sans fin, il se souvient du jour où le roi lui a accordé ce territoire comme récompense pour ses exploits pendant la guerre. Il ne comprend pas vraiment ce que signifie être un seigneur, mais d'après ce qu'on lui a brièvement expliqué, le travail d'un seigneur est de vivre dans son domaine, de protéger ses sujets et de collecter les impôts pour le roi. Il continue de marcher pendant des heures, mais il ne rencontre pas une seule personne, et il n'y a même pas un arbre en vue. Il décide de s'arrêter pour se reposer un moment, et alors qu'il boit de l'eau d'un ruisseau voisin, il ne peut s'empêcher de sourire car, après avoir passé tant d'années à boire de l'eau boueuse sur le champ de bataille, avoir accès à de l'eau propre lui semble un luxe. À la tombée de la nuit, Daya prend une décision. Il se dit qu'il va donner le meilleur de lui-même à cet endroit, mais si les choses semblent toujours désespérées après 2 jours supplémentaires, il partira avant de finir par mourir ici. Si cela en arrive là, il trouvera simplement un village voisin et se rendra utile comme il le pourra afin de continuer à honorer les dernières volontés de ses parents. Sur ce, il s'allonge sur le sol et s'endort. Le lendemain matin, Daya est soudainement réveillé par quelqu'un qui le frappe du pied. Il lève les yeux, perplexe, et voit une jeune fille qui le regarde fixement. Avant même qu'il ait le temps de comprendre ce qui se passe, elle exige de savoir qui il est et ce qu'il fait là. Daya se présente calmement et lui dit qu'il dormait. Elle a l'air complètement déconcertée et lui demande s'il est idiot, mais Daya explique simplement qu'on lui a dit de vivre ici et que, pour l'instant, son objectif immédiat est de rester en vie parce qu'il ne veut pas mourir. La fille devient de plus en plus frustrée, convaincue qu'il doit plaisanter, mais Daya l'assure qu'il est tout à fait sérieux. Il lui dit qu'il veut accomplir les dernières volontés de ses parents en étant utile aux autres et en protégeant les gens chaque fois qu'il le peut. Au moment où il finit de parler, la corne qui pousse sur son front commence soudainement à briller d'une faible lumière bleue. Elle le regarde avec confusion et lui demande pourquoi il ne ment pas, mais Daya répond simplement qu'il n'a aucune raison de mentir, ce qui fait briller la corne en bleu une fois de plus. Elle lui demande immédiatement s'il est un ennemi ou un allié, mais Daya hésite car ils viennent tout juste de se rencontrer. Devenant impatiente, elle exige une réponse, et Daya réalise soudain que c'est son domaine. Si tel est le cas, alors elle doit être l'un de ses sujets, et il n'y a aucune raison pour qu'il ne la soutienne pas. Il déclare immédiatement qu'il est son allié et promet que, quel que soit l'ennemi qui apparaisse, il la protégera. À l'instant où ces mots quittent sa bouche, la corne brille plus que jamais, forçant Daya à se couvrir les yeux tandis qu'il se demande ce qui vient de se passer. Sans lui donner d'explication, la fille l'attrape et le traîne jusqu'à son village pour qu'il puisse rencontrer le chef. Alors qu'ils arrivent, Daya remarque que tous les villageois le regardent avec suspicion, mais la seule chose à laquelle il peut penser est sa surprise d'avoir réussi à ne pas trouver ce village hier, malgré avoir erré dans la région toute la journée. Lorsqu'il rencontre le chef, elle demande immédiatement à la fille si sa corne a brillé en rouge à un moment donné, et la fille, dont le nom est Alna, secoue la tête et dit qu'elle est restée bleue tout le temps. Elle explique même que, lorsqu'elle a demandé si Daya était son allié, la lumière bleue est devenue plus brillante que jamais après qu'il a répondu oui. Curieuse, le chef demande à Daya, si vous êtes l'allié d'Alna, le deviendriez-vous aussi du mien? Sans même s'arrêter pour y réfléchir, Daya dit, bien sûr que oui. Il dit, tout le monde ici est son sujet. Et, après tout, le roi l'a envoyé ici pour les protéger. Au moment où il mentionne le roi, Alna bande immédiatement son arc et le pointe vers lui, mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit d'autre, le chef lève la main et lui dit de ne pas être précipité. Le chef se présente sous le nom de Moll et demande à Daya de commencer par le début et d'expliquer exactement comment le roi a fini par l'envoyer ici, et Daya accepte et commence à parler de son passé. Ses souvenirs les plus lointains sont de vivre avec ses parents. Sa mère lui disait toujours de faire un travail que les autres trouveraient utile, tandis que son père lui disait toujours de devenir un homme qui protège les faibles. Ce sont devenus leurs derniers mots avant qu'ils ne meurent tous les deux lors d'une épidémie alors qu'il avait 10 ans. Après avoir perdu ses parents, Daya a rassemblé d'autres enfants qui étaient également devenus orphelins. Il gagnait de l'argent en nettoyant la ville et en collectant des récompenses pour la chasse de monstres faibles, et tout au long de cela, Daya a toujours essayé de vivre selon les souhaits de ses parents. Quand il a eu 15 ans, la guerre a éclaté et il s'est porté volontaire pour combattre afin de protéger les personnes qui lui étaient chères. Au fil des années, il a découvert qu'il avait un talent naturel pour la guerre, et après 20 longues années de combat, la guerre a finalement pris fin. En récompense de tout ce qu'il avait accompli,
le roi lui a accordé ce domaine. Après avoir entendu son histoire, Moll croit que Daya est sincère lorsqu'il dit qu'il veut protéger ses sujets, mais elle lui pose une question supplémentaire. S'ils n'étaient pas ses sujets, choisirait-il quand même d'être leur allié? Daya répond immédiatement oui, mais seulement après l'avoir dit, il réalise quelque chose d'important. Ils n'ont jamais été ses sujets pour commencer, et en fait, ils sont des ennemis du royaume. Moll se présente enfin correctement comme la chef de la tribu Anakin. Depuis des générations, son peuple a combattu le royaume pour la propriété de ses prairies, mais il y a 50 ans, ils ont subi une défaite écrasante et ont été contraints de fuir. Daya se demande comment ils ont réussi à continuer de vivre ici après avoir perdu la guerre, alors Moll démontre la réponse. En stockant du mana à l'intérieur des cornes sur leur tête, les Anakiens sont capables de lancer une variété de sorts puissants. En utilisant cette magie, ils cachent tout leur village du monde extérieur, dissimulant non seulement le village lui-même mais aussi toute trace de leur présence. Daya est un peu incertain quant au fait que Moll devrait vraiment lui révéler tout cela puisqu'il sert techniquement le royaume, mais Moll le rassure en lui disant qu'il n'y a pas de souci à se faire. Elle explique que, si la lecture de sa corne avait été autre chose que bleue, elle ne lui aurait jamais révélé tout cela. Les Anakiens possèdent un sort appelé évaluateur d'âme. Chaque fois qu'ils sont en présence d'un danger ou d'hostilité, la corne sur leur tête brille en rouge. Si l'autre personne est inoffensive et ne montre aucune hostilité, elle brille en blanc, tandis que le bleu signifie que cette personne apportera un jour de la joie ou des bénédictions à la tribu. Elle explique que, si Daya leur avait menti à un moment donné, la corne d'Anna se serait immédiatement tournée vers le rouge, mais cela n'est jamais arrivé, et c'est pourquoi elle a choisi de lui faire confiance. Moll dit qu'elle espère que Daya deviendra un jour un excellent seigneur, et elle lui offre un abri, de la nourriture et même du bétail pour l'aider à démarrer. En retour, elle ne demande qu'une seule chose, qu'il ne parle jamais du village à personne, pas même au roi. Daya accepte volontiers car il n'a aucune raison de leur causer des ennuis. Tant qu'il ne déclenche pas un autre conflit avec le royaume, cela ne le dérange pas qu'il continue à vivre paisiblement dans les plaines. Moll annonce alors avec désinvolture qu'elle va assigner Alna pour aider Daya dans son travail et s'occuper de lui, ce qui fait qu'Alna pousse immédiatement un grand cri. Les villageois aident Daya à installer une tente, et Alna explique que tout le monde dans le village vit dans des tentes parce qu'ils peuvent rapidement tout emballer chaque fois qu'ils rencontrent un danger qui ne peut pas être simplement évité par la dissimulation. Elle dit à Daya que le reste de ses fournitures sera livré sous peu et qu'elle lui apprendra plus tard à s'occuper du bétail. Avant qu'il ne parte, elle lui tend un petit sachet de poussière de matani et explique que, lorsqu'elle est dispersée, elle envoie des traces des bêtes voisines. S'il chasse ces bêtes, il peut rapporter leur viande et leur peau au village et les échanger contre plus de fournitures. Daya part immédiatement chasser. Après avoir marché à bonne distance du village, il réalise soudain qu'il a oublié de demander à Alna quelle quantité de poussière de matani il était censé utiliser. Comme il n'en a aucune idée, il vide simplement tout le sachet et attend. Il ne faut pas longtemps avant qu'un troupeau d'oies noires ne fonce vers lui. Plutôt que de paniquer, Daya a l'air excitée. Ses instincts de plusieurs années sur le champ de bataille prennent immédiatement le dessus alors qu'il brandit sa hache de combat avec une force écrasante. Lorsque le combat est terminé, près de la moitié du troupeau a été anéanti, mais Daya réalise alors qu'il a négligé un problème très important, il n'y a aucun moyen qu'il puisse toutes les rapporter tout seul. Au moment où le soleil commence à se coucher, Daya retourne lentement au village avec une seule oie noire en bandoulière. Il se sent un peu déçu qu'après en avoir vaincu tant, il n'ait pu en rapporter qu'une seule, et il se dit qu'Alna va probablement se moquer de lui à nouveau. Cependant, lorsqu'il arrive, Alna est en fait impressionnée et le félicite d'avoir abattu une oie noire dès sa toute première chasse. Daya lui dit avec désinvolture que ce n'était pas la seule qu'il ait tuée. Il explique qu'il en a en fait chassé près de la moitié d'un troupeau mais qu'il n'a pas pu rapporter le reste. Dès qu'Alna entend cela, elle s'enfuit immédiatement pour rassembler quelques villageois afin qu'ils puissent aider à récupérer les oies noires restantes. Après avoir entendu ce qui s'est passé, Moll vient féliciter Daya. Elle le qualifie de fort et superbement viril, laissant Daya perplexe quant à ce qu'elle entend par « viril », et quand il lui demande de s'expliquer, Moll lui dit que la valeur d'un homme vient de son travail acharné et de sa fiabilité. Selon elle, ce sont les qualités qui rendent un homme véritablement viril, et tout le reste n'a aucune valeur pour une femme. Moll remarque alors avec désinvolture que, si Daya devait jamais épouser Alna, les gens s'attendraient naturellement à un cadeau de mariage beaucoup plus généreux que d'habitude. Daya essaie immédiatement de nier qu'une telle chose se produise, mais Moll rit simplement et lui dit de ne pas s'inquiéter car les humains et les Anakiens sont tout à fait capables d'avoir des enfants ensemble. Le lendemain matin, Daya se réveille et trouve Alna en train de lui préparer le petit déjeuner. Après avoir pris une bouchée, il lui dit qu'elle est une très bonne cuisinière. Alna lui demande alors ce qu'il prévoit de chasser aujourd'hui, et Daya se demande si la prise d'hier n'était pas suffisante. Elle explique que, si Daya espère attirer plus de gens pour s'installer dans son domaine, il va avoir besoin de choses comme un puits et des latrines. S'il veut que les artisans du village les construisent, il aura besoin de plus de biens à échanger. Daya dit immédiatement qu'il va chasser plus d'oies noires, mais Alna refuse rapidement.
Au lieu de cela, elle lui dit de chasser des monstres. Leur viande est trop imprégnée de miasmes pour que quiconque puisse la manger, mais leurs griffes, leurs cornes et les pierres magiques à l'intérieur de leur cœur peuvent toutes être vendues à bon prix. Daya demande s'il y a des monstres à proximité, et Alna dit qu'elle peut utiliser le pouvoir de sa corne pour les localiser. Daya objecte d'abord parce qu'il pense que les monstres sont trop dangereux pour qu'elle s'en mêle, mais après quelques réticences, il finit par accepter de la laisser le guider. Plus tard dans la journée, Daya est à l'extérieur en train de brosser la laine des moutons lorsque plusieurs villageois arrivent avec le reste de ses fournitures. Ils s'excusent que ces yourtes ne soient pas encore terminées, mais Daya leur dit de ne pas s'inquiéter car il n'est pas pressé. Juste à ce moment, Alna sort vêtue de vêtements adaptés pour voyager, et Daya ne peut s'empêcher d'être captivée par elle pendant un bref instant. Les villageois à proximité deviennent immédiatement si jaloux qu'ils ont l'air prêts à exploser, tandis que Daya s'éclaircit la gorge avec gêne et dit à Alna qu'il devrait y aller s'ils partent à la chasse. Ils sont en plein voyage lorsqu'Alna récite un sort et utilise la magie pour localiser exactement où se trouve un monstre. Alna dit à Daya que c'est un gros monstre. Daya lui dit qu'il va d'abord jeter un coup d'œil, mais Alna refuse et lui rappelle qu'elle peut utiliser la dissimulation, et si les choses tournent mal, elle peut toujours utiliser la dissimulation sur eux deux et ils peuvent s'échapper. Daya et Alna regardent ensemble et découvrent qu'il s'agit d'un dragon de terre, et pas seulement d'une grosse tortue. Daya décide d'essayer de lui donner un coup. Alna l'avertit de ne pas essayer, disant qu'il est trop imprudent de charger seul, mais Daya n'écoute pas et décide de combattre de front. Il lui dit de rester hors de vue. Daya donne un coup de hache sur son corps écailleux, mais constate que les écailles sont trop dures pour être brisées. Il change alors de tactique et essaie de viser son point faible, mais le dragon de terre couvre tous ses points faibles et se recroqueville pour les protéger. Alna rappelle à nouveau à Daya qu'affronter un dragon de terre est trop imprudent, mais Daya préfère manquer d'options plutôt que de battre en retraite. Il grimpe sur le dos du dragon et continue de balancer sa hache, espérant percer, mais la lame commence à s'ébrécher. Pourtant, il persévère, utilisant sa volonté pour renforcer sa hache et continuer le combat. Le miasme du dragon commence à affecter Alna. Daya décide de porter un dernier coup avant de se retirer. Le coup finit par briser une écaille, et en réponse, le dragon lance des boules de feu sur lui. Daya utilise l'ouverture pour frapper son point faible et blesser la bête. Le dragon rassemble de l'énergie pour une dernière boule de feu, visant Alna. Daya saisit le moment et frappe le dos du dragon, le tuant. Après cela, deux villageois qui cherchaient Daya et Alna dans les montagnes tombent sur eux dans un état gênant et parviennent à peine à comprendre ce qu'ils voient. Lorsque le groupe retourne au village, la nouvelle se répand instantanément, et tout le monde est stupéfait que Daya ait réussi à abattre un dragon de terre par ses propres moyens. La célébration qui suit est immédiate et bruyante. Ramener le cadavre du dragon au village s'avère être une épreuve en soi, et au moment où ils finissent de transporter l'énorme corps, le deuil a déjà éclaté. Moll trouve Daya et lui dit carrément qu'elle n'arrive pas tout à fait à croire qu'il ait réussi seul. Daya, insensible aux éloges, va droit au but et demande si échanger les restes du dragon contre un puits et des latrines est un échange raisonnable. Moll manque de rire. Elle lui dit qu'une seule patte de la créature est plus que suffisante pour en faire construire plusieurs de chaque, et quand Daya demande si ça vaut vraiment autant, elle confirme que cela dépasse tout ce que le village peut lui offrir en compensation. Le mieux qu'il puisse faire en retour est de dépecer la bête, ainsi que ses latrines, un puits, des matériaux pour yourtes, des provisions et des herbes médicinales, et ils installeront même une yourte de stockage pour qu'ils gardent les matériaux restants. Daya est sincèrement reconnaissant. Moll évoque ensuite Alna et suggère qu'ils mettent de côté quelque chose du dragon comme cadeau de mariage, ajoutant que ses parents seraient probablement ravis de recevoir une canine ou une griffe. Daya a l'air confus et demande ce que le mariage a à voir avec tout cela. Moll lui dit simplement qu'il va se marier, qu'il y ait pensé ou non, et que le village fera tout ce qu'il faut pour s'assurer un lien étroit avec un voisin qui tue des dragons de terre pour vivre. Elle souligne également que même s'il évite d'épouser Alna, toutes les autres femmes éligibles du village seront à sa porte avant longtemps, compte tenu de ce qu'il vient d'accomplir. Daya dit que cela ressemble à un sérieux problème. Moll lui dit de ne pas s'inquiéter, car Alna est déjà allée parler elle-même à ses parents du mariage. Daya reste silencieux un instant et se demande à voix haute si c'est pour cela qu'il ne l'a pas vue depuis leur retour, et Moll confirme. Il demande s'ils sont maintenant considérés comme fiancés, et Moll explique que les Anakin n'ont pas de coutume de fiançailles comme les humains. Parmi son peuple, on se marie simplement, et le seul vrai choix impliqué est de décider quand cela arrive. C'est à peu près aussi proche du concept humain de fiançailles que possible. Elle ajoute également que tisser des liens plus étroits par le mariage lui servira bien s'il a l'intention de devenir un seigneur digne de ce nom dans cette région. Daya dit qu'il apprécie l'attention mais admet que cela le prend au dépourvu, et demande pourquoi elle se soucie autant de son avenir. Moll lui donne une réponse directe, s'il lui arrive quelque chose, on ne sait pas quel genre de seigneur pourrait finir par prendre sa place, et cette incertitude est quelque chose qu'elle préférerait éviter. Sur ce, elle le laisse pour vaquer à ses propres occupations. Daya surprend des villageois en train de parler de tout ce qu'Alna a accompli, même si elle est encore si jeune. Curieux, il leur demande quel âge elle a réellement.
Les villageois lui disent qu'elle vient d'avoir 15 ans et qu'elle n'a que récemment atteint l'âge de se marier. Il plaisante en disant qu'elle a déjà réussi à attraper quelqu'un d'aussi impressionnant que lui. Daya est complètement bouleversée après avoir appris qu'Alna n'a que 15 ans. Il n'arrive pas à croire qu'on attende de lui qu'il épouse quelqu'un d'aussi jeune alors qu'il a déjà 35 ans, assez vieux pour être son père. Dans son propre royaume, les gens doivent avoir au moins 18 ans avant d'être autorisés à se marier. Daya commence rapidement à élaborer un plan. Il décide qu'ils peuvent rester fiancés pour les 3 prochaines années, et pendant ce temps, il travaillera à devenir un seigneur à part entière et digne de ce nom. À la fin de ces 3 années, il espère avoir trouvé sa détermination en tant que seigneur et en tant qu'homme. Juste à ce moment-là, Alna l'appelle et lui annonce joyeusement que leur mariage a déjà été arrangé. Elle lui demande ensuite ce qu'il aimerait pour le petit déjeuner le lendemain matin, et Daya lui dit qu'il mangera volontiers tout ce qu'elle préparera. Les autres villageois ne tardent pas à féliciter Daya pour son mariage avec Alna, mais il essaie rapidement de clarifier les choses. Il explique qu'ils ne font que se fiancer et ne sont pas encore réellement mariés. Les villageois se contentent de rire et lui disent de ne pas être si timide. Quelque temps après le banquet, le nouveau puits et les latrines pour lesquels Daya a échangé des matériaux sont enfin achevés, et tout le monde reprend sa vie quotidienne normale. Daya finit d'installer une autre yourte et contemple son travail avec satisfaction. Il admet que ce n'est pas un mauvais premier essai, mais il sait qu'il doit devenir bien meilleur dans la construction de yourtes pour que ses futurs sujets n'aient pas à dormir dehors à leur arrivée. Puis la réalité le frappe soudainement, il n'a pas encore un seul sujet. Cela le laisse perplexe sur ce qu'il doit faire pour convaincre les gens de venir vivre sous son autorité. Avant qu'il puisse réfléchir davantage, Alna appelle Daya et lui dit qu'elle a détecté un monstre venant du nord. Elle explique qu'elle a placé un sort de détection de vie sur les prairies, ce qui lui permet de sentir quand des personnes ou des monstres entrent dans la zone. Daya demande combien de monstres il y a, et Alna lui dit qu'il n'y en a qu'un. Il n'est pas très grand, mais il se dirige droit vers eux. Daya n'a aucune intention de le laisser détruire le puits et les latrines qu'il a eu tant de mal à construire, alors il décide de le chasser avant qu'il ne s'approche davantage. Alna dit immédiatement qu'elle l'accompagnera. Elle explique que même si le monstre est petit, ils devraient quand même se battre ensemble plutôt que de l'affronter seul. Daya demande alors au sujet des moutons. Ils dorment seuls, et si personne n'est là quand ils se réveilleront, ils se sentiront seuls et se mettront à pleurer. Les moutons qui s'attachent aux gens souffrent d'une terrible anxiété chaque fois qu'ils sont laissés seuls. Pour résoudre le problème, Alna demande aux villageois qui livrent des fournitures à Daya de rester pour surveiller les moutons pendant leur absence. Daya et Alna trouvent bientôt l'ogre qu'Alna a détecté plus tôt et se cachent derrière un gros rocher tout en l'observant. Daya décide qu'ils ne peuvent pas le laisser s'approcher davantage de leur maison, alors les deux se précipitent ensemble. Alna tire une flèche sur l'ogre, mais celui-ci écarte rapidement la flèche avant qu'elle ne puisse toucher. Au même moment, Daya charge avec sa hache, mais l'ogre est étonnamment rapide et esquive facilement son attaque. Daya se précipite à nouveau sur lui, mais l'ogre garde ses distances et refuse de le laisser s'approcher assez pour porter un coup décisif. Alna dit à Daya qu'elle va le ralentir et lui dit de continuer à attaquer. Elle tire une autre flèche et touche l'ogre à la jambe, ralentissant ses mouvements. Profitant de l'ouverture, Daya saute haut dans les airs et balance sa hache, tranchant net l'ogre. Après le combat, Alna sourit et dit à Daya que se battre ensemble était une bonne idée puisqu'ils sont maintenant mariés. Daya essaie rapidement d'expliquer qu'ils ne sont pas encore mariés et ne font que se fiancer, mais avant qu'ils puissent finir, Alna recule et se plaint que le sang de l'ogre sent terriblement mauvais. Elle lui dit de se nettoyer avant de rentrer car elle ne le laissera pas entrer dans la yourte s'il sent comme ça. Sans possibilité de discuter, Daya fait silencieusement ce qu'on lui dit. Alors que le soir tombe, Daya n'arrive toujours pas à croire à quel point il est difficile de laver l'horrible odeur du sang d'ogre. Juste à ce moment-là, Alna l'appelle avec une nouvelle excitante. Elle lui dit que François est enceinte, et Daya s'écrie instantanément de joie. Il se précipite vers François, la caresse joyeusement et dit qu'il n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue enceinte si rapidement. Voyant cela, Francis devient jaloux et se met à faire du bruit pour attirer l'attention de Daya, alors Daya rit et le caresse aussi. Alna explique alors que la nouvelle n'est pas entièrement bonne. Elle dit à Daya que les moutons sont des animaux très intelligents. Ils comprennent parfaitement le langage humain et se laissent volontairement domestiquer parce que vivre avec les gens est bien plus sûr. Cependant, cette intelligence les rend aussi beaucoup plus vulnérables à la peur et au stress émotionnel, surtout lorsqu'elles sont enceintes. Parfois, leur peur devient si accablante qu'elle peut même les tuer. Pour les garder calmes jusqu'à la mise bas, la personne la plus forte des environs doit rester près d'eux pour les rassurer. À cause de cela, François et Francis devront rester dans la yourte avec eux. Ce sera bondé, sale et malodorant, mais il n'y a pas d'autre choix. Daya demande simplement si c'est tout. Il dit que cela ne le dérange absolument pas parce que François et Francis font partie de leur famille. Si les laisser rester à l'intérieur signifie que leur bébé naîtra en sécurité, alors supporter un peu de désordre n'est rien. En entendant ces mots, Alna dit à Daya qu'il est non seulement viril mais aussi incroyablement gentil, et elle commence à pleurer. Un instant plus tard, la corne d'Alna se met soudainement à briller en vert. Daya demande si quelqu'un arrive, et elle confirme que des gens approchent par les.
Elle dit qu'ils ressemblent à des humains. Daya décide d'aller les rencontrer lui-même, mais avant de partir, il dit à Alna de se cacher elle et les moutons avec sa magie de dissimulation. Il l'assure qu'il ira bien et sprint ensuite vers le groupe qui approche. Alors que Daya se rapproche, il se demande si les nouveaux venus sont des amis ou des ennemis. S'ils sont hostiles et portent des arcs, ils pourraient être dangereux, alors il décide de réduire la distance avant qu'il n'ait une chance d'attaquer. Juste à ce moment-là, l'un des hommes le reconnaît. C'est Klaus, l'un des anciens compagnons de Daya de la guerre. Klaus le salue chaleureusement, et Daya sourit en disant qu'il est heureux de voir son vieil ami sain et sauf. Daya demande ce qui l'a amené jusqu'ici, et Klaus explique qu'on lui a ordonné d'agir à la fois comme éclaireur et comme escorteur. La personne qui veut vraiment rencontrer Daya est la 3e princesse du royaume. Klaus demande ensuite à Daya de les conduire à son manoir parce que tout le monde est épuisé après avoir voyagé pendant plus d'une quinzaine de jours. Après leur arrivée à la yourte de Daya, la princesse se présente officiellement comme Diane, la 3e princesse du royaume. Daya est surpris qu'une personne si importante ait voyagé jusqu'ici pour le voir. Diane regarde autour d'elle et demande si son manoir est encore en construction car elle ne voit aucun serviteur. Daya lui dit qu'il n'a ni manoir ni serviteur. Tout ce qu'il possède est la yourte qui se dresse devant eux. Il admet que cela n'a peut-être pas l'air impressionnant, mais il l'a construite lui-même à la sueur de son front. Diane est confuse et demande ce qui est arrivé aux artisans. Elle croyait que le roi avait donné à Daya une grande récompense ainsi qu'assez d'argent pour commencer. Daya lui dit que le roi ne lui a jamais donné une seule pièce de cuivre. Diane n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Daya explique qu'il a été abandonné là sans nourriture ni eau et qu'il a sincèrement pensé qu'il allait mourir. Voulant aller à l'essentiel, Daya demande à Diane pourquoi elle a fait tout ce chemin pour lui rendre visite. Elle explique que le royaume est au bord de la guerre. Dans la capitale royale, de plus en plus de personnes réclament un nouveau conflit, et elle est venue demander son aide, et comme paiement, elle propose même de l'épouser elle-même. Daya refuse sans hésitation. Il dit qu'il n'est pas question qu'il laisse François derrière lui alors qu'elle est enceinte. Diane demande si offrir des récompenses encore plus grandes le ferait changer d'avis, mais Daya refuse à nouveau fermement. Il leur dit que si c'est tout ce pourquoi ils sont venus, ils sont libres de partir. L'un des gardes du corps de Diane perd son sang-froid. En colère qu'un roturier rejette et insulte constamment la princesse, il dégaine son épée et se prépare à attaquer. Avant même qu'il puisse faire un geste, Daya réduit instantanément l'épée en miettes avec facilité. Il leur dit calmement une fois de plus de partir, et cette fois ils n'ont d'autre choix que d'obéir. Alors qu'il s'éloigne, Diane est clairement frustrée que Daya ait rejeté son offre. Elle jure qu'un jour, elle lui fera regretter sa décision. Après les avoir regardés partir, Daya sort, et Alna retire enfin le sort de dissimulation. Elle lui dit que pendant que les visiteurs étaient là, l'âme d'une personne a fait briller sa corne en bleu, tandis que les autres ont fait briller sa corne en rouge et blanc. Daya demande depuis combien de temps elle regardait, et Alna avoue que François est devenue anxieuse parce qu'elle ne pouvait pas rester près de lui. Pour la calmer, Alna s'est cachée avec les moutons et a secrètement observé tout depuis les environs. Daya s'excuse auprès de François de l'avoir laissé seule et félicite Alna d'avoir si bien géré la situation. Il demande ensuite si la femme dont la corne a brillé en rouge lui était hostile. Alna secoue la tête et explique que son appraisal des âmes peut désormais détecter si quelqu'un est hostile envers eux deux parce qu'ils sont désormais une famille. Le lendemain matin, Daya se réveille à l'odeur du petit déjeuner tandis qu'Alna prépare le repas du matin. Soudain, la corne d'Alna se remet à briller en vert. Elle dit à Daya qu'un autre humain approche. Daya se demande s'il ne s'agit pas simplement d'un voyageur qui a perdu son chemin, alors il décide d'aller vérifier. Avant de partir, il demande à Alna si elle vient avec lui. Alna dit que cela ne devrait pas poser de problème puisqu'il n'y a qu'une seule personne. Elle prévoit d'utiliser sa magie de dissimulation car elle ne veut pas que François et Francis redeviennent anxieux après avoir été séparés d'eux. Daya est d'accord, et les deux se mettent en route. Peu de temps après, Daya aperçoit la personne qui approche et réalise que c'est Klaus. Il l'appelle, et Klaus est soulagé que Daya l'ait trouvé car il cherchait la maison de Daya mais s'était complètement perdu. Daya demande pourquoi Klaus n'est pas retourné dans la capitale, et il remarque également que Klaus ne porte plus son armure. Klaus révèle alors qu'il a été renvoyé du service militaire. On lui a pris son épée et son armure. Daya s'inquiète immédiatement que Klaus ait perdu sa position à cause de ce qui s'est passé avec la princesse Diane, mais Klaus le rassure rapidement, ce n'était pas de sa faute. Il explique que si une autre guerre éclatait, on l'aurait envoyé directement en première ligne, et il n'avait aucune envie de se battre dans une autre guerre insensée. Pour cette raison, il a délibérément fait en sorte d'être renvoyé de l'armée. Klaus demande alors à Daya s'il peut travailler pour lui à la place en tant que soldat personnel. Alna dit qu'elle n'a aucune objection à cette idée. En entendant sa voix, Klaus est complètement choqué et demande où Alna et les deux moutons sont soudainement apparus. Daya sourit et lui dit que c'est une longue histoire. Au lieu de tout expliquer sur place, il dit à Klaus de le suivre d'abord.